On me dit à ma droite que Frank Wagner a trouvé sa communication et bientôt ses lunettes, et que nous serons bientôt capables de recommencer les débats. Cet après-midi, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Frank Wagner, donc, qui est là, qui enseigne la littérature française du XXe siècle à l'université de Rennes 2 et a écrit 2 ou 3 textes qui concernaient de près ou de loin le romanesque ou le contemporain, ou les deux. Il est membre du comité, plus sérieusement, de rédaction de la revue Vox Poetica, et co-directeur de la collection Théocrite. Ses travaux portent sur la théorie littéraire et la littérature narrative du second XXe siècle, de l'extrême contemporain. Et on connaît Franck en particulier, mais pas exclusivement, pour ses écrits à propos de Jeunette, dont il a déjà pas mal été question. Il a publié une centaine d'articles de communication et d'entretien dans Poétique, dans Proté, dans Narratologie, dans Études littéraires, dans la Revue des Lettres modernes, dans Roman 2050, N'en jetez plus. Et il a en outre dirigé, seul ou en collaboration, 3 ouvrages, respectivement intitulés Lecture de Julien Gracq, Lecture de Rob Grillet et Le cinéma de la littérature. Et si Franck est ici, c'est plus personnellement parce que c'est l'un des théoriciens du romanesque qui m'a le plus soutenu, à la fois en résistance et en appui, sur ce qu'il pouvait proposer, et donc j'ai le grand plaisir de recommencer cet après-midi avec son intervention. Merci à Morgane pour cette très belle présentation extrêmement complète, sinon exhaustive. Elle m'avait promis, juré, de lire mon épigraphe, oublieuse de cet engagement. Je ne lui en veux pas trop, je vais la lire à sa place. Donc, adieu les complexes, fini les complexes. C'est un extrait d'une chanson que vous connaissez, chanson de Boris Vian, intitulé Bourré et eux de complexe, ce qui s'explique car ma communication s'intitule Vers un romanesque sans complexe, point d'interrogation. Si l'analyse d'un processus en cours d'accomplissement relève en apparence d'un pari audacieux, les spécialistes de l'extrême contemporain sont par la force des choses conduits à le relever quotidiennement, ou presque. Ainsi, en ce qui concerne la relation des écrivains français d'aujourd'hui à la notion de romanesque, sans aller jusqu'à parler de consensus, au cours de ces dernières années, de nombreux critiques ont souligné une évolution notable sous les aspects d'une adhésion plus immédiate. D'aucuns discernent en outre une récente accentuation de cette tendance et estiment que le romanesque n'est plus désormais une catégorie suspecte, bien au contraire. Tel est précisément le diagnostic qu'il s'agira ici d'examiner. En partant d'un peu loin pour les besoins de l'enquête, depuis le nouveau roman dont il a déjà été question ce matin. S'il est nécessaire d'évoquer cette césure dans l'histoire du récit, c'est parce que certaines pétitions de principe des nouveaux romanciers, plus particulièrement de l'un d'eux, ont joué un rôle de première importance dans ce que l'on peut considérer comme une forme de diabolisation du romanesque. Résumons au risque assumé de la caricature, le romanesque est décrié, c'est la faute à Rob Grillet. Pour être honnête, ce n'est pas cette notion que l'auteur de Pour un nouveau roman désignait comme Paul Repoussoir, mais le prétendu réalisme balzacien. Il n'empêche que la section de cet ouvrage, intitulé Sur quelques notions périmées, contient ces 2 anathèmes parmi d'autres. Raconter pour faire croire est devenu largement suspect, raconter pour distraire est futile. Dès lors, même indirectement, le romanesque paraît malgré tout incriminé. Or, en bonne logique moderniste, des vacillements de la voie narrative au flottement du point de vue, en passant par la multiplication des métalepses et incidentes métatextuelles sur fond de déstructuration de l'intrigue, chez nombre de nouveaux romanciers, tout concourt à susciter un progrès de l'intelligence du lecteur sur l'illusionnisme romanesque. Détruire, disent-ils, en vue de prémunir le dit lecteur contre le double danger de la naïveté et de la frivolité. Inutile de s'y attarder, tant les attendus déréalisants et conscientisants ressassés dans les discours d'escorte des porte-paroles de la mouvance nous sont désormais familiers. Mieux vaut insister sur le fait que le romanesque, qui, et de longue date, n'avait déjà pas été épargné par les critiques, devient alors au plus haut degré suspect. Sauf à succomber indignement aux sirènes du mercantilisme, l'écrivain lucide et intègre doit désormais s'en défier, comme de la peste, pour plus de détails, voir Jean Ricardou. Si ces dictates prêtent, je crois, aujourd'hui à sourire, n'oublions pas qu'ils s'inscrivaient dans une noosphère spécifique,
et entrait en phase avec l'essor du textualisme dans le champ des sciences humaines. Qu'on s'en réjouisse ou s'en afflige, cette page paraît aujourd'hui tournée ou en passe de l'être. Plus digne d'intérêt peut donc se révéler en regard des déclarations des nouveaux romanciers à son encontre, la part dévolue aux romanesques dans leurs œuvres. À titre d'indice, on peut ainsi mentionner le surnom charitablement attribué par Rob Grillet à Duras, l'Édith Piaf du nouveau roman. Le sobriquet vise juste, qui pointe dans l'œuvre durassienne, l'indéniable présence de topiques relevant du romanesque sentimental, voire de la romance. De même, chez Simon, plusieurs textes se fondent sur le remploi de schèmes empruntés au romanesque héroïque ou au drame familial. Que chez l'une, ces stéréotypes entrent en tension avec l'anomie de la voix narrative, dans le Vice-Consul par exemple. Chez l'autre, avec la complexité de la structure et de la syntaxe, à peu près partout, ne permet pas pour autant de conclure à leur absence de ces œuvres. Mais sans doute est-ce précisément chez Rob Grillet lui-même que la paradoxale insistance de topoi romanesque se fait sentir avec le plus d'acuité. Et ce, à hauteur d'œuvre, comme l'atteste la prégnance des schèmes du récit d'espionnage, tant dans Les Gommes, 1953, que dans La Reprise, 2001, mais plus intensément encore durant la période que l'on a pu dire format ludique, de La Maison de Rendez-vous, 65, à Gin, 81. Ces textes recyclent en effet de façon ostensible divers clichés en provenance de la littérature de gare ou des sex shops. Sur fond d'exotisme de pacotille, société secrète, savant fou, traite des blanches, y constituent dès lors autant de figures aisément reconnaissables. Bien sûr, et Rob Grillet comme ses spécialistes y ont insisté, ces clichés romanesques ne sont pas censés être lus au premier degré. La structure intensément déceptive des récits où ils sont importés, fondée sur les chocs internes du matériau narratif, en dénude la foncière stéréotypie afin d'alimenter une réflexion sur la mythologie moderne dont ils participent. Il s'agirait donc là de purs et simples générateurs ou opérateurs de textualité que la remise en jeu au sein de récits largement parodiques suffirait à évider de leur capacité d'emprise sur l'imaginaire du lecteur. Telle est l'interprétation, robe grillettiennement correcte, du phénomène, en phase avec la vulgate théorico-critique de l'époque. Sans prétendre l'invalider, tant il est vrai que la multiplication des procédés anomiques tente à contrarier les lectures immersives, on est tout de même en droit de se demander si elle ne pêche pas par excès de schématisme. Il semble en effet, en raison même de son principe définitoire, que tout geste d'écriture parodique offre, au moins potentiellement à ses lecteurs, les gratifications inhérentes au substrat parodié et celles qu'induit sa contestation plus ou moins polémique. Même si cela revient à la lire, à rebours des consignes octoriales et du consensus critique, tel est selon moi le cas de l'œuvre de Rob Grillet. Pour être pris dans les raies de structures complexes et inusuelles, les générateurs romanesques y sont loin de perdre l'intégralité de leur pouvoir de fascination imaginaire. D'autant qu'en raison même de leur stéréotypie, ils sont immédiatement et durablement assimilables. L'image d'Épinal a beau y être désignée comme telle, il n'est donc pas évident que cela suffise à la priver de toute séduction. Du côté du lecteur, il serait ainsi intéressant de se demander ce qui reste de la lecture de ces textes. Les flottements onomastiques, métalepses et autres périchronismes, ou l'atmosphère interlope de la Villa Bleue, les chasses à courre sado-érotiques, le sourire dément du docteur Morgan, brandissant une seringue. Chacun, chacune, tranchera. Il s'agissait simplement de signaler que même à l'apogée du nouveau roman, et en dépit du dogmatisme des épitextes, le romanesque n'avait pas purement et simplement disparu des œuvres de la mouvance. Il faut en outre rappeler qu'il insistait également, mais sous une forme plus assumée, dans l'autre avant-garde majeure de l'époque, l'Oulipo, en particulier chez Pérec. Par exemple, aussi incroyablement sophistiqué soit le système de contraintes génératives de la vie mode d'emploi, le romanesque, sous tous ses aspects,
y foisonnent, sans en rabattre en rien, bien au contraire. Sur le plan de la sophistication formaliste, n'oublions pas l'ambition péréquienne d'écrire aussi des livres qui se dévorent à plat ventre sur son lit. Enfin, en marge du modernisme néo-romanesque ou oulipien, durant cette période, le romanesque continue bien sûr d'informer la littérature que l'on appelle parfois consentante, mais peut-être plus subtilement qu'on a coutume de l'affirmer. Voyez par exemple Pierre Boulle et son humour, ou Robert Merle, surtout dans Un animal doué de raison, que j'ai relu pour les besoins de la cause, curieux thriller mêlant anticipation et politique fiction, tout en élaborant une version grand public de la technique du flux de conscience. Les frontières internes du champ littéraire sont à l'examen bien délicates à baliser. Pour autant, en raison des rejets des nouveaux romanciers et de quelques-uns de leurs compagnons de route, il n'en reste pas moins que la modernité représentait, en particulier durant les années 70, l'apothéose du soupçon, à l'encontre du romanesque et de ses séductions. La suite est également connue, tant nombre d'écrivains, de critiques et de théoriciens s'accordent à identifier une notable évolution à l'orée des années 80. Ainsi de Jean Echenoz, dont le renouveau proclamé d'affection pour le roman était aussi retour de flamme, joli titre, pour le romanesque, dont il revisitait avec l'ironie qui le caractérise les formes dites mineures d'élection, espionnage, policier, science-fiction. La nouvelle déclaration d'amour du romancier faisait ainsi chorus sur les analyses d'un théoricien du postmodernisme comme Kibedi Varga, insistant alors sur la renarrativisation de la littérature. Toutefois, il ne s'agissait pas là de purs et simples retours au récit ou au romanesque, mais de multiples tours et détours des plus diversifiés. Les contemporanéistes l'ont souligné, si quelque chose change à la fin des années 70, c'est parce que, l'époque n'étant plus au dogmatisme, les dictates formalistes perdent de leur poids, et que, sans déperdition de lucidité ni d'inventivité, de nombreux écrivains sont animés du désir de produire des fictions plus accessibles ou moins revêches que celles d'hier ou d'avant-hier. Sur fond de redéfinition du pacte romanesque, les auteurs d'après le nouveau roman parviendraient dès lors à assurer la transmission simultanée d'histoires, et sinon d'un savoir, du moins d'interrogations en actes sur la littérature et ses implications de tous ordres. Du côté de la réception, le bénéfice de cette évolution paraît évident, en réhabilitant au moins pour partie les vecteurs d'immersion, dont le romanesque sous toutes ses formes, de telles œuvres se donnent les moyens de remplir une fonction qu'on peut juger essentielle, assurer la survenue du plaisir esthétique. Quant au nom des auteurs permettant d'illustrer cette réconciliation avisée avec le romanesque, ils sont si communément cités qu'on se contentera d'en esquisser une liste partielle, compte non tenu de leur disparité éditoriale, générationnelle ou esthétique. D'autres s'en chargeront. Echenoz, Toussaint, Gailly, Auster, Ravet, Deville, Haddad, Petit, Carrère, Rollin, 2 pour le prix d'un, Ndiaye, Redonnet, Volodine, Blas de Robles, Montalbetti, Vielle, etc. Chez tous ces écrivains, parmi d'autres, se manifeste clairement, à l'égard du romanesque, cette mise en tension de la réticence et de l'embrassement dont parle Morgan Kiefer. Même si, bien évidemment, chaque œuvre actualise cette dialectique de façon singulière, il paraît toutefois possible d'identifier là un dénominateur commun à nombre de fictions déconcertantes de ces dernières décennies. Et ce, pour ne mentionner que les fictions, puisque l'on sait que le romanesque affirme également sa présence dans des œuvres qui ne relèvent pas de ce champ, il en sera question samedi si j'ai bien lu le programme. Même à nous en tenir à la question du romanesque dans le seul roman. Il est temps de nous demander ce qu'il en est à l'heure actuelle de l'hypothétique évolution de l'attitude des écrivains à son égard. Peut-on donc diagnostiquer une adhésion plus immédiate, c'est-à-dire au fil du temps, à un embrassement de moins en moins encombré de réticence? De prime abord, l'hypothèse paraît séduisante, qui obéit à une forme de logique. En effet, plus le temps passe, et moins le poids des interdits en vigueur à l'apogée du modernisme
devrait se faire sentir. De fait, que les romans actuels soient non seulement plus narratifs, mais aussi plus romanesques que ceux des années 70, ne constitue pas vraiment une révélation bouleversante, plutôt déjà une forme de truisme critique. En outre, cette tendance semble accréditée par l'évolution interne de certaines œuvres. Ainsi, chez Toussaint, malgré l'existence d'évidents facteurs de pérennité esthétique, la relation au romanesque paraît beaucoup moins distanciée dans le cycle de Marie qu'à l'époque de La salle de bain. La quête d'une énergie romanesque pure, suppléant pour partie l'humour volontiers parodique des débuts, aboutit à d'authentiques morceaux de bravoure, comme la fuite du cheval Zahir sur le tarmac de l'aéroport de Narita dans La vérité sur Marie. Idem, toute chose égale par ailleurs, chez Vielle. Après 2 romans formalistes, ou que je considère comme tels, Le Black Note et Cinéma, l'absolue perfection du crime témoigne d'une relation plus directement empathique au code d'un certain romanesque noir. Quant au dernier roman publié, article 353 du Code pénal, il va jusqu'à intégrer des épisodes à valeur de pic d'intensité dramatique dans la meilleure tradition romanesque, comme celui du sauvetage héroïque de l'enfant sur une grande roue de fête foraine. Pour autant, ce type de diagnostic est peut-être quelque peu imprudent, tant chaque œuvre est potentiellement soumise à fluctuations esthétiques. Ainsi, et à titre de contre-exemple, pour être paru en 2013, ce n'est pas si loin, La disparition de Jim Sullivan, du même Vielle, fondée sur une vision ostensiblement fantasmatique du roman américain, constitue sans contredit l'un des plus intensément métatextuels de ses textes. De même, dans Made in China de Toussaint, la description du tournage de scènes, prélevée dans les romans antérieurs, alimente une réflexion d'ordre très clairement métafictionnel. Et ce ne sont là que 2 exemples parmi bien d'autres. Bref, il paraît difficile de ne pas s'acheminer vers une conclusion en forme de jugement de Salomon. Il est certes possible de repérer chez certains écrivains contemporains, y compris parmi les plus exigeants, un rapport réconcilié au romanesque qui ne s'encombre plus des excommunications de leurs prédécesseurs modernistes. Tel est le cas d'une Céline Minard dans Faillir être flingué, dont il sera question tout à l'heure, et davantage encore selon moi, dans Bacchante. En outre, puisque les 2 domaines sont corrélés, les évolutions de la théorie littéraire, qui n'est pas morte, semblent, au moins en droit, propices à une telle inflexion. En témoigne notamment la très intéressante préface de Schaeffer à La tension narrative de Baroni. L'auteur de Pourquoi la fiction souligne que Baroni signifie son congé à la célébration exclusive des écarts et des subversions des structures narratives et affirme que les fonctionnements canoniques du récit se trouvent au cœur de son importance anthropologique. En effet, si un certain textualisme ne jurait que par la dénudation et la transgression des codes, ce que d'aucuns nomment le tournant cognitif de la narratologie, et plus généralement des études littéraires, a considérablement modifié la donne. Aujourd'hui, loin de dénoncer les dangers de l'illusion référentielle et de stigmatiser les formes traditionnelles du récit, bien des théoriciens insistent sur leur aspect thymique comme sur leur capacité de modélisation. Dans ce contexte épistémologique modifié, en raison du rôle qu'il est susceptible de jouer dans notre économie mentale, le romanesque peut donc bel et bien être considéré comme l'un des objets majeurs de la fiction. Pour autant, dans les faits, c'est-à-dire dans la pratique littéraire, la situation est beaucoup moins tranchée. Certes, dans la littérature de grande consommation, on peut repérer les usages non distanciés du romanesque. Voyez par exemple Maxime Chatham dans Carnage. Mais même dans certaines de ses fictions, l'éthique dénudant insiste, comme dans La vérité sur l'affaire Harry Quebert de Joël Dicker, via la mise en abîme de figures d'écrivains, ou dans La fille de papier de Guillaume Musso, dont l'argument relève, qu'on le veuille ou non, de la métalepse ontologique. Quant aux œuvres plus ambitieuses de ces 10 dernières années, il paraît indéniable que le flirt, même extrêmement poussé, avec le romanesque, n'y va pas sans une part de mise à distance. Parodie chez Echnoz, métalepse en série chez Volodine, anamorphose
chez Blas de Robles, etc. En définitive, en texte, l'adhésion au romanesque paraît presque toujours médiate. Comment comprendre ces persistantes réserves, si réserves il y a? Une première explication consisterait à les attribuer à une forme d'héritage, plus ou moins conscient et assumé, du modernisme, dont l'ombre portée s'étendrait toujours peu ou prou sur la littérature actuelle. L'usage fréquemment distancié qui est fait aujourd'hui encore des ressources romanesques relèverait ainsi, dans le champ français en tout cas, d'une mémoire culturelle à court terme. Mais peut-être l'ambivalence de cette relation romanesque provient-elle plutôt des propriétés de l'histoire à plus long terme de la notion. Très tôt, en effet, on l'a rappelé ce matin, les codes romanesques paraissent avoir été perçus comme tels, de sorte que leur convocation s'accompagne de leur plus ou moins discrète désignation. Cette dimension toujours déjà seconde du romanesque s'est ensuite trouvée intensifiée par l'émergence au XVIIe et XVIIIe siècle d'une veine anti-romanesque. Puis les expérimentations modernistes du XXe en ont constitué une déclinaison radicale, mais qui, j'ai tenté de le montrer, n'a pas pour autant éradiqué le romanesque. Enfin, à l'heure actuelle, dans un contexte autre, ce principe de duplicité, kiefer scripsit, continue visiblement d'informer les relations qu'auteurs et lecteurs entretiennent au romanesque, renégociant ainsi, sur fond de partage avisé d'un imaginaire, leur relation à la littérature et à l'existence. Le moment ne paraît donc pas encore venu d'entonner l'antienne de Boris Vian, adieu les complexes, fini les complexes. Mais peut-être n'y a-t-il pas lieu de s'en désoler. En ces matières, pimentées de réticence, l'embrassement n'en est somme toute que plus plaisant. Merci de votre attention. Et 20 minutes tout pile pour Frank Wagner. Merci beaucoup pour cette communication extrêmement riche et dont on voit déjà les liens qu'elle tisse avec les communications de ce matin. Et avant d'ouvrir à la discussion avec vous, j'aimerais donner la parole à Alexis Weinberg qui nous a envoyé une communication qui nous a profondément réjouis parce qu'elle proposait d'envisager l'articulation entre les œuvres de théorisation et la pratique littéraire de Bernard Pingot, qui est un des personnages importants de l'histoire du romanesque au XXe siècle et pour autant étonnamment discret dans la plupart des travaux qu'il concerne. Alors Alexis est membre rattaché au CERILAC à l'université Paris Diderot et il enseigne actuellement le français en école d'ingénieur. Il a soutenu sa thèse en 2017. Cette thèse était consacrée donc à Pingot sous la direction de Dominique Rabaté et s'apprête à en publier du moins une partie pour ce qui sera la toute première monographie consacrée à cet écrivain aux éditions donc Classique Garnier. Et je te laisse la parole, Alexis. Merci beaucoup, Morgane. Donc, je voudrais vraiment remercier les organisatrices et organisateurs de ce colloque de me permettre, par cette communication, d'évoquer l'œuvre et le travail de Bernard Pingot. Donc, cette communication s'intitule « Le romanesque selon Bernard Pingot, théorie et pratique ». Alors, je présente brièvement Bernard Pingot. Il est né en 1923 et continue d'écrire, et son œuvre, commencée en 1946 avec Un beau navire, un roman comporte, on fera le compte, près de 70 années, plus de 70 années plus tard, 12 romans. Le plus récent paru en 2015 au Seuil, qui s'intitule « Vous », des recueils de nouvelles, récits, fragments, plusieurs essais théoriques et critiques, ainsi que des textes de statut autobiographique, dont Une tâche sans fin, mémoire paru en 2009. Le romanesque est une préoccupation ancienne et insistante chez ce romancier, critique et théoricien, qui a été un animateur important de la vie littéraire dans les années 60. Bernard Pingot a développé cette réflexion sur le romanesque dans un certain nombre d'essais. Le romanesque sauvé par le fantasme en 1974, La bonne aventure, essai sur la vraie vie, le romanesque et le roman en 2007, et puis plus récemment encore, L'occupation des oisifs, sous-titré Précis de littérature et textes critiques 2013 au Classique Garnier. Donc cette réflexion se prolonge chez Bernard Pingot dans un diagnostic qui vise le champ contemporain du roman, ou du moins de ses secteurs, que j'aborderai dans un deuxième moment. Il ferait l'objet, chez quelques-uns de ses représentants importants en France dans la période récente, d'un rejet de la fiction au profit d'une revendication de réalité.
non pas sous la forme d'un réalisme conventionnel, mais bien d'une visée référentielle plus directe, une sorte d'assomption du réel. Ce serait, selon Pingot, une des formes, celle-ci paradoxale, de ce retour, évidemment, du romanesque, qui est notre question. Via l'usage du fait divers ou du matériau historique dans ce qu'on appelle parfois l'exofiction. Par contraste, dans sa propre pratique de romancier que j'évoquerai pour finir, et tout en usant d'un matériau d'inspiration personnelle voire intime, Pingot ne cesse d'affirmer à la fois l'autonomie de la fiction et sa responsabilité à l'égard du monde, c'est-à-dire son sérieux. Donc dans un premier moment, je voudrais présenter la réflexion de Bernard Pingot sur le romanesque. Alors, le romanesque participerait d'un mouvement de balancier qui, de longue date, établit une synthèse complexe et chaque fois renouvelée entre le pôle du même, pour le dire vite, ce qui rend le roman acceptable parce qu'il persuade par sa vraisemblance ou parce qu'il dénonce une illusion qu'il prétend corriger, et le pôle de l'autre, ce qui rend le roman désirable, à savoir le romanesque au sens plus usuel, thématique, ce qui a trait à l'inattendu, voire au fantasme de la vraie vie, comme appel projectif de ou à l'aventure dans toute l'extension sémantique du terme d'aventure qui peut aller, comme on le sait, jusqu'à celle de l'écriture même. Depuis Madame de Lafayette, à laquelle Pingot a consacré une monographie, et pour se contenter du champ de la littérature française, le soupçon, selon Bernard Pingot, plane sur le roman qui oblige le romanesque à se tempérer ou à se justifier. Le soupçon n'est donc pas le produit tardif du seul modernisme ni des seules avant-gardes, mais un des pôles constitutifs d'une tension, voire d'une contradiction incessamment relancée, même si, évidemment, les bouleversements épistémologiques induits par les penseurs dits du soupçon en ont changé la portée. C'est dans ce dosage entre même et autre, c'est dans cet ajustement entre conformité aux attentes et surprise aventureuse que Pingot mobilise ce qu'il appelle le romanesque référentiel, à savoir ici le pôle de l'autre. Ce dosage peut évidemment varier, et dans toute littérature de recherche, il obéit à ce que Pingot nomme l'axiome de Thibaudet. Alors je cite, « Pour qu'un événement raconté dans un roman soit accepté, il faut et il suffit qu'il n'ait pas l'air d'une aventure, mais ajoutons qu'il réponde malgré tout, sans le dire, au désir d'aventure du lecteur. Il y a autant de stratégies de conjuration d'une aventure trop tapageuse qu'il y a de romans, quoique tout mouvement littéraire en indexe une dans un discours des scores dûment construit, en prétendant atteindre à une vérité extra-romanesque. Cet autre, dans les romans de recherche, est si intimement mêlé au même que leur dialectique en devient d'une grande subtilité. L'inattendu doit, je cite, se donner l'air d'une vérité encore inaperçue. Le roman est issu du conflit de l'écrivain avec la tradition, avec ce qui est devenu par usure une justification faible, mais la part de romanesque comprise dans la solution à ce conflit n'est pas nécessairement vue par l'écrivain lui-même. Cette solution de compromis, à la fois littéraire et existentielle, telle qu'élaborée par l'écrivain, peut se dissimuler à elle-même pour être subjectivement acceptable, sans préjudice par ailleurs quant à la réussite esthétique de l'œuvre. La contestation du mauvais romanesque, quelles que soient ses formes et modalités, n'est jamais pour Pingot qu'une manière de faire passer clandestinement une composante romanesque plus subtile, indispensable à l'attrait du roman. Cette dialectique, bien mise en évidence à partir de la lecture de Bernard Pingot, Alain Schaffner l'avait précisément commenté dans son article « Le romanesque idéal du roman ». Toutefois, ce romanesque référentiel, essentiellement thématique, ou plutôt métathématique, puisque Pingot n'y associe aucun trait fixe, ne suffit pas seul à éclairer la notion de romanesque dans toute sa complexité, bien qu'il y contribue. Il y faut adjoindre l'effet de ce que Bernard Pingot appelle le romanesque textuel. Le romanesque textuel joue à l'égard du romanesque référentiel le rôle d'une lumière, je cite, « Posée sur les objets, elle nous permet de les voir, mais elle, nous ne la voyons pas ». Alors le romanesque textuel, selon Pingot, se laisse formuler par ce qu'il appelle l'axiome de Roquentin. Je cite, « Pour que l'événement le plus banal devienne une aventure, il suffit qu'on se mette à le raconter ». Formule qu'on trouve dans La Nausée et que Sartre glose dans des carnets contemporains à l'écriture de La Nausée. Pingot la commente ainsi, « Pour qu'il y ait sentiment de l'aventure pour Sartre à l'époque, il faut qu'il y ait, et ici Pingot cite Sartre, sentiment d'une liaison fatale du passé au présent et à l'avenir, impliquant connaissance simultanée des trois et de leur liaison, sentiment du cours musical du temps. Pour Bernard Pingot, lecteur de Sartre, le simple fait d'un récit se donnant à lire dans une œuvre achevée est facteur de romanesque, ici non distingué du sentiment d'aventure, mais d'une aventure nécessairement donnée après coup par la narration. Le roman, par sa composante narrative, par sa capacité d'exposition de la liaison des dimensions temporelles, montre ce qui ne se manifeste jamais comme tel dans la vie, où la synthèse temporelle n'est jamais achevée. Parce que le lecteur sait que la fin est déjà écrite, qu'il y a donc eu sélection et organisation narrative, le roman expose dans un futur antérieur principiel
la liaison destinale des dimensions temporelles, en ce qu'avec Ricoeur, on peut nommer une mise en intrigue. Le roman offre à ce titre un excellent objet transitionnel, selon l'expression de Winnicott à laquelle Pingot a recours, tendant à rassurer le lecteur quant à l'existence, et là, Pingot cite Winnicott, d'une réalité extérieure qui correspond à notre capacité à créer. Précisons que si pour le lecteur la détermination rétrograde du récit, expression de Genette, remplit cette fonction, du point de vue de la production cette fois, dans l'écriture donc, il y a chez le scripteur un double mouvement paradoxal de découverte du nouveau et de reconnaissance de ce qui était comme déjà là psychiquement, mouvement à la fois linéaire et circulaire, que Pingot figure par le tracé de la lettre oméga, en une boucle entr'ouverte donc, où le sens se réverbère. C'est pourquoi la fiction d'avant-garde, qui revendique d'être non dupe, n'en est pas moins une œuvre de désir, romanesque à minima à cet égard. Double conséquence. D'une part, l'effort pour rejoindre le sérieux du monde, syntagme blanchotien que Pingot aime à citer, se déploie irréductiblement depuis l'espace du texte et ne saurait donc jamais être totalement satisfait. Mais d'autre part, c'est cette spécificité pragmatique qui lui permet d'instruire le lecteur par le gain en exemplarité. On comprend que le roman joue ce rôle structurellement déterminé par le romanesque textuel d'une manière plus satisfaisante s'il s'est joué avec le romanesque au sens référentiel. S'il dialectise tout ce qui fait son caractère attendu, traditionnel, y compris une vectorisation trop soulignée du sens. Pour cela, il ne doit pas servir l'illusion de maîtrise au premier degré, mais la prendre à rebrousse-poil pour se tenir au plus près d'un registre fantasmatique plus dissimulé, tout entier confondu avec l'élaboration du dispositif, avec le travail de la langue. Ainsi seulement, il se confronte à ce que Pingot appelle les ténèbres. Si le roman est œuvre de maîtrise, le gouffre n'est jamais loin et l'efficacité configuratrice ne saurait se mettre à l'abri de la menace du non-sens sur laquelle, au contraire, elle s'appuie. Pour que le même et l'autre s'équilibrent productivement, il faut donc, pour nous autres modernes, qu'on y sente suffisamment de tremblement, vocable pingaldien. C'est à cette condition que, tout en ouvrant le lecteur à l'illusion, le romanesque, au sens le plus exigeant du terme, peut contribuer à l'en défaire. Alors, je souhaiterais dans un deuxième moment me pencher sur le diagnostic porté par Pingot quant à ce qui relèverait d'une forme de déni de la dialectique inhérente au rapport entre roman et romanesque chez quelques romanciers en vue dans le champ de la littérature contemporaine. Alors, examinons plus précisément quelques pièces du dossier. La première est un article publié par Bernard Pingot dans Le Monde du 20 janvier 2012. L'article commence par un constat. Après Emmanuel Carrère et l'affaire Roman, après Morgan Sportes et le gang des barbares, tout de suite, Claustria de Régis Geoffrey confirme le retour du réel dans le roman sous sa forme la plus spectaculaire, la plus médiatique, le fait divers. Et Pingot de rappeler les débats des années 1960, aux années 80. Prenez acte dans cet article d'un retour en grâce du réel, et il faut entendre ici le référent qui avait évidemment mauvaise presse. On le sait dans les années 60, et inscrivez celui-ci dans le mouvement de balancier de l'histoire littéraire où le romanesque se doit de renouveler ses justifications en se masquant comme tel. Nous nous intéresserons à la manière dont Pingot, dans un article plus récent, publié en 2015 dans la Nouvelle Quinzaine littéraire, commente le discours d'escorte de Laurent Binet relatif à HHHH, où le réel se situe non pas du côté du fait divers, mais de la grande histoire. Laurent Binet se justifie de son entreprise dans le merveilleux réel, et c'est paru dans le débat de mai 2011. Il y évoque une plus-value de réel qu'il ne trouve que dans la grande histoire, notamment celle de la Seconde Guerre mondiale. Pour Binet, le réel, je cite, possède un noyau dur qui le distingue radicalement du monde des rêves et des fantasmes, et ce noyau dur est accessible. Cette proposition, Bernard Pingot ne peut pas l'accepter. Ce noyau dur est métabolisé par le récit qui ne peut que le fictionnaliser. La conviction de Pingot est ici forte, proche sur ce point, sans doute à certaines distinctions techniques près, de Genette et de Schaeffer. Dans la déclaration suivante de Binet, pourtant, je cite, par un renversement paradoxal, j'accorde donc une valeur mythique aux choses à proportion de leur réalité. Une bonne histoire vraie pour moi est mythique parce qu'elle prend une place de choix dans le réseau de mon imaginaire, c'est-à-dire dans ma mythologie personnelle. Binet semble être bien conscient de la dialectique irréductible par laquelle la réalité soit prise dans une mythification personnelle via la part de désir romanesque qui se dissimule derrière ses déclarations d'intérêt pour la réalité historique. Mais tout en la pointant, si l'on suit Pingot, que l'on peut juger peut-être un peu sévère, Binet n'assumerait pas jusqu'au bout l'inévitable collusion entre d'une part le romanesque textuel
qui fait du texte, je cite, un tout fermé sur lui-même, inchangeable et invérifiable, fin de la citation, et d'autre part, un récit qui peut présenter tous les traits d'une référentialité réelle, à ce titre soumise à révision et changement. Il y aurait donc, à en croire Pingot, dans un certain discours de justification de l'exofiction, une part d'illusion de l'écrivain quant à sa motivation intime, illusion sans doute nécessaire quant à son rapport au romanesque. Alors, pour finir, je souhaiterais brièvement évoquer les 2 romans les plus récents de Bernard Pingot pour examiner la manière dont l'enjeu évoqué se matérialise. Les élaborations théoriques de Bernard Pingot ne sont pas sans lien, on s'en doute, avec sa propre pratique romanesque. La relation entre théorisation et pratique est complexe, je ne vais pas la thématiser directement, je vais aborder les œuvres. J'esquisserai ici une comparaison de L'Horloge de verre, titre d'un roman publié par Actes Sud en 2011, et du roman intitulé Vous, paru au Seuil en 2015. Dans ces 2 œuvres, un narrateur intradiégétique est le rédacteur du texte coextensif à celui du roman. À partir de cette condition minimale commune, les 2 textes s'organisent autour d'un certain nombre d'options structurelles, distribuées différentiellement de l'un à l'autre, quoique s'inscrivant sur le fond d'un même horizon de questionnement, à savoir celui des rapports entre le fantasme de la vraie vie, en un sens c'est le pôle de l'autre, proche du romanesque, et le constat désabusé ou lucide de la seule vie, le même, le renoncement à la fois nécessaire et impossible à cette illusion qui rend la vie supportable. Ce sont autant de gestes qui permettent au scripteur Pingot de se décaler projectivement et de lester le roman d'une charge de méditation existentielle. Dans L'Horloge de verre, la narration est prise en charge par un narrateur hétérodiégétique qui est le beau-frère d'un vieil homme, Monsieur Georges, le véritable héros de l'histoire. Ce vieil homme a écrit un journal que le narrateur a retrouvé après sa mort accidentelle et qu'il paraphrase et commente, sans toutefois le citer directement. Dans ce journal, Monsieur Georges racontait des épisodes de sa vie sans ordre chronologique apparent, dans une fragmentation qui met en tension identité narrative et dispersion scripturale, cohésion d'un sens et éclatement asymbolique des biographèmes, en commençant par relater les effets d'une dépression récente liée au désespoir du grand âge. C'est cette dépression qui a motivé cet exercice nouveau pour lui d'écriture de soi. On recense ici plusieurs gestes qui participent d'une stratégie de décalage par rapport à ce qui aurait été une écriture plus directement autobiographique de Bernard Pingot. Le héros, loin de toute ambition littéraire, incarne la figure de l'homme qui découvre sur le tard les ressources affectives et cognitives de l'écriture face à la seule vie dont il pressent la fin proche, par opposition à la vraie vie à laquelle il aura pu illusoirement aspirer. L'énigme qui est son existence à lui-même est redoublée du point de vue herméneutique par les questions que le rédacteur du compte-rendu ne laisse de se poser face à l'altérité de l'autre définitivement rendue au silence. Ici, le romanesque ne réside pas dans la matière, somme toute assez banale, traitée sur un mode psychoréaliste, mais il est tout entier pris en charge par les options énonciatives et narratives, par le tremblement que le dispositif imprime à cette matière. Le roman Vous, en 2015, trouve d'autres solutions. La narration est homodiégétique, mimésis formel du récit autobiographique. Le narrateur est cette fois bien un écrivain, en ceci plus proche de la figure de Bernard Pingot, quoique sans superposition référentielle exacte pour qui a lu les mémoires de l'auteur. C'est une crise de l'écriture que ce narrateur affronte, comme si l'écriture se soumettait, par la production du texte que le lecteur a sous les yeux, à une épreuve qu'elle performe. La structure narrative de Vous fait montre d'une grande subtilité. Elle se présente comme une quadruple adresse à ce vous éponyme, une lectrice, personnage intitulé Jeanne Loisy. À chaque fois, c'est à elle que l'adresse s'effectue, mais sur un plan différent, d'où le sentiment de vertige qui peut saisir le lecteur. La première de cette série est une adresse intradiégétique intériorisée par le narrateur. Il s'adresse certes à la lectrice, rencontrée lors d'une signature en librairie, narrateur intradiégétique donc, mais seulement dans l'espace du dialogue intérieur qu'il noue de soi à soi. La deuxième est l'adresse comme envoi postal de ce qui représente en extension les 2 premiers tiers du roman. Le texte change alors de statut diégétique puisqu'il s'expose en devenant lettre à proprement parler. La troisième est l'adresse sous forme de lecture à haute voix, en présence de la lectrice, chez elle, de cette même portion de texte. La quatrième, enfin, est l'adresse du roman thématisé comme tel, désigné comme notre histoire, par-delà la mort du destinataire,
c'est-à-dire l'adresse du texte en son intégralité, changeant une nouvelle fois de statut et faisant signe vers la mort extra-textuelle, pourrait-on dire, de l'écrivain et de son lecteur. Le roman intradiégétique s'égale donc au roman que nous avons sous les yeux. Si l'on y prête attention, avec un matériau proche, on observe un quasi-renversement du dispositif entre l'horloge de verre et le roman Vous, comme en symétrie inverse. Ce qui est émouvant dans ce roman, c'est non plus la spectralité de la reprise du journal de Georges par un témoin survivant, mais la spectralité de l'adresse à la lectrice, Jeanne, qu'on devine dès le début, promise à une mort prochaine que le récit fera advenir. La structure narrative y exhibe donc, dans les replis de l'adresse sur elle-même, la tension entre l'inscription intradiégétique de l'énonciation, le hic et nunc mystérieux d'une existence, et cette sorte de temps paradoxal de l'espace littéraire, pour parler comme Blanchot, où l'événement est toujours déjà advenu et en même temps demeure irrémédiablement en instance. Pour Pingot, le romanesque, on l'aura compris, n'est pas séparable de ce battement, de cette question laissée en suspens, l'expression d'un certain sens de l'aventure, compris comme sentiment de l'existence dans son énigme. Je rejoins ici les analyses proposées par Dominique Rabaté dans plusieurs essais, notamment le Chaudron fêlé et le roman Le sens de la vie. C'est à cette limite qu'interviennent dans toute l'œuvre de Pingot, en particulier dans ses deux romans les plus récents, de brusques figements narratifs, des arrêts en forme d'épiphanie du réel au cœur du récit. Ces épiphanies sont des points de condensation brutale des deux branches de la contradiction, le même de la seule vie et l'autre de la vraie vie, comme miraculeusement fusionnés dans l'évidence d'une présence, trahies au moment d'être dites et pourtant devant l'être. Mais en même temps, reprises dans la narration, ces épiphanies ne sont pas le dernier mot du roman, leur statut est incertain. En cela, proche du cessa de la notation, dont on sait l'importance pour le dernier Barthes, elles s'en distinguent toutefois. Elles valent, pour Pingot, comme des appels mystérieux à continuer malgré tout à raconter. Le continu chez Pingot l'emporte sur le discontinu, notable et racontable se conditionnent réciproquement et concourent tous deux au romanesque. C'est en cela que le roman a partie liée avec ce que Pingot appelle la bonne aventure, ce, je le cite à nouveau, même autre, et qu'il a encore à nous apprendre à vivre, tâche sans fin. Voilà. Merci beaucoup Alexis. 20 minutes également, je le souligne, en guise d'exemplum, pour exempla même, pour nos deux interlocuteurs. Et merci pour cette présentation, ces deux présentations qui se répondent avec d'un côté un panorama presque métacritique, principe de duplicité du critique qui réfléchit à la manière dont s'élabore son discours, entre réticence et embrassement, et puis Alexis qui nous montre un cas particulier et le rapport à l'œuvre romanesque, tant dans la mise à distance que dans la pratique, dans l'intégration à ce que l'on fait soi-même. Et ce qui me frappe particulièrement, c'est qu'on serait comme passé entre ce matin et maintenant du principe de plaisir à réactiver par le connu et par la matière romanesque immuable à un principe que tous les deux vous soulignez de désir. Vous avez beaucoup parlé de désir du lecteur, de désir de l'aventure et de désir de pas seulement un plaisir du familier, mais le désir de se confronter à cette énigme, cet effet de cacher-montrer. Il y avait quelque chose de très presque érotique dans le romanesque que vous montriez. C'est une question. Alors, Bernard Pingot est un écrivain, je ne sais pas si l'adjectif érotique se prête particulièrement bien à son œuvre. Il y a quelques scènes, mais elles sont tout à fait isolées dans son corpus, et d'ailleurs il a lui-même il les regarde rétrospectivement avec certaines réticences. Mais en revanche, il y a cette dialectique en effet permanente, très consciente d'elle-même et en même temps qui n'est pas uniquement dans la pure conscience d'elle-même et dans la pure maîtrise, puisque chez Bernard Pingot se dialectise aussi l'écriture romanesque et la théorie. Et l'écriture romanesque n'est pas une illustration, une application de la théorie. Elle sait des choses, peut-être de manière inconsciente ou en tout cas non thématique que la théorie ne sait peut-être pas.
Donc il y a en permanence cette dialectique, cette conscience critique, cette lucidité et la volonté cette nécessité de faire trembler les dispositifs et dont Bernard Pingot, parfois, dans certains aveux, dit presque souffrir, car il voudrait bien écrire un roman totalement romanesque, mais il s'en sent incapable, ou en tout cas il est rattrapé par je dirais pas un surmoi théorique, mais enfin le sentiment que c'est pas tout à fait ce qu'il veut faire, et en même temps un désir romanesque qui est là, qui est présent, mais qui vient se nicher peut-être dans les interstices des dispositifs narratifs et énonciatifs. J'ajoute juste 2 mots, moi aussi, je sais pas, ça marche pas, à propos de la notion de plaisir qu'évoquait Morgane, et dans une perspective pragmatique orientée vers le lecteur. J'aime bien cette question parce qu'en fait, elle m'évoque une formule périchienne qu'on connaît tous ici, qui est ce qui stimule ma racontouse, parce qu'on peut, je pense, la décalquer dans notre perspective à nous. J'avais, il y a quelques années, présenté une communication intitulée comme cela, ce qui stimule ma réceptouse. Et j'aime bien me demander, effectivement, comme tu m'y incites, ce qui stimule ma réceptouse, en hommage symétrique au Pérec que j'évoque, parce que je pense effectivement qu'on sait quand même, et on l'a peut-être un peu trop souvent occulté, une façon d'insister sur un paramètre fondamental de l'expérience littéraire, qui est l'instance en charge de l'actualisation du texte, avec juste une précision peut-être incidente par rapport à ce que tu me demandes. Je me suis rendu compte en m'écoutant parler que j'avais parlé de plaisir esthétique, donc j'avoue que l'idée que Barthes ait distingué jadis plaisir et jouissance m'a toujours totalement indifféré. C'est-à-dire que la gratification que je ressens à la lecture d'un texte, je ne vais pas la qualifier de jouissance ou de plaisir, il me fait de l'effet, effectivement, et ça me suffit amplement. Et je crois que le romanesque, tu es l'une de celles à l'avoir récemment tout à fait magistralement souligné, n'advient que dans l'espace mixte de l'écriture-lecture, ce qui implique la prise en compte de cette notion de plaisir. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Oui, c'est pas vraiment une question, c'est juste pour abonder dans le sens de la démonstration que faisait Franck, que tu faisais tout à l'heure au début à propos du romanesque résistant finalement, dans les deux sens qu'on peut entendre cet adjectif chez les nouveaux romanciers. C'est une anecdote que je rapportais tout à l'heure à table. En fait, quand j'ai reçu Rob Grillet dans mon séminaire à Lille il y a maintenant quelques années, pour éviter de reparler à nouveau du nouveau roman et de retraverser des discussions sempiternelles, je l'avais interrogé sur Barbet d'Aurevilly, pour lequel je trouvais que son écriture avait parfois quelques échos, et a fortiori des échos renforcés, avec le noir qui revient, etc. Et Rob Grillet, à ce moment-là, s'était exclamé en disant mais c'est exactement ce que j'aime dans la littérature, c'est ce que j'ai toujours lu avec grand plaisir, et j'aurais aimé écrire du Barbet d'Aurevilly. Et donc il y avait une sorte de confession, confession romanesque d'un seul coup de Rob Grillet, alors qu'il n'a jamais, je crois, je n'ai pas suivi les derniers développements de la critique sur Rob Grillet, mais qu'il n'a jamais écrit ça nulle part. Il faisait allégeance à Roussel, à Beckett, enfin à Kafka, mais il n'aurait pas revendiqué cela de manière aussi explicite, peut-être de manière écrite, qu'il faisait dans la simple conversation. Et donc on voit bien que même ces gens-là étaient habités effectivement par le romanesque. Claude Simon dit qu'il a relu tout Balzac, toute la comédie humaine, avant de se mettre véritablement à écrire ses propres textes. Donc l'imprégnation est forte, y compris chez ceux qui paraissent la tenir le plus à distance, en fait. Oui, je réagis juste très vite, si je puis me permettre, à ce que vient de dire Dominique, pour aller là aussi dans ton sens, donc échange, non pas de politesse, mais je pense d'une appréciation particulière des positions de Rob Grillet. Juste peut-être un tout petit bémol, quand tu lis les dernières prises de position publiques collectées dans ce volume ironiquement intitulé « Préface à une vie d'écrivain », donc qui paraît finalement assez peu de temps avant sa mort. Alors il ne va pas employer le terme de romanesque, mais pour la première fois, parce qu'il avait quand même un flair pour les évolutions de l'ère du temps, il commence à dire bon, ce qui est important pour moi, c'est l'imaginaire.
Et le Berlin en ruine de la reprise, il existe précisément parce que moi, je l'ai imaginé. Et on voit, tu vois, apparaître au fil du temps une revendication qui relèverait finalement d'une valorisation de ce qu'il diabolisait sous forme de l'appellation de contenu narratif. Donc en ce sens, il y a quand même une légère évolution. Elle est très sensible aussi dans un texte, alors cette fois artistique, comme c'est Gradiva qui vous appelle. Hein, les textes de la fin de Rob Grier, quand même, c'était un rusé renard. Il était très sensible au Zeitgeist et le manifestait avec beaucoup de sagacité. Je crois que certains lui reprochent d'ailleurs. Je ne fais pas partie de ceux-là. Donc, mais en ce sens, oui, c'est vrai quand même qu'on a senti, alors je ne sais pas s'il a abjuré les complexes du temps passé, je pense qu'il a plutôt... Il a fait un coming out. Voilà, une sorte de coming out imaginaro-romanesque. Je vais ajouter que Bernard Pingot, qui a beaucoup commenté le nouveau roman, avait senti assez tôt que derrière un certain nombre de justifications théoriques, il y avait quelque chose qui relevait d'un désir d'écriture qui ne se laissait absolument pas réduire aux justifications qui étaient données, quelle que soit leur valeur et leur intérêt intellectuel. Et c'est tout le sens de la dialectique qu'il met au jour, c'est-à-dire que la justification est une manière de masquer, de justifier socialement quelque chose qui relève d'un romanesque qu'on va faire passer, d'une fantasmatique qu'on va faire passer, y compris dans des textes qui paraissent austères ou pauvres en imaginaire. Merci pour la communication sur Pingot. C'est un livre que j'avais lu. J'ai pas lu les romans de Pingot, mais j'avais lu le livre paru récemment chez Garnier, L'occupation des oisifs, bien sûr. Et la manière dont vous le présentez est très, très intéressante. Ça me donne le sentiment d'une sorte de romantique un peu hors de saison, en fait. C'est un homme qui tient à la dialectique, hein, qui fonctionne selon un principe dialectique, et je dirais que c'est une dialectique qui n'est pas du tout parodique. On voit très bien dans la manière dont vous le dites, dont vous la présentez, que c'est une dialectique sérieuse. Alors, ce qui est bien avec la dialectique, c'est qu'elle a toujours raison, et ce qui ne va pas avec la dialectique, c'est qu'elle a toujours raison. Et donc, elle produit des solutions en trompe-l'œil. Et à mon avis, la question, enfin, disons, tout ça pour aboutir à l'épiphanie en 2015, c'est quand même un peu préoccupant. Alors, si je ne me trompe pas, Barthes identifiait la notation, le dernier Barthes identifiait la notation au romanesque. Donc c'est un enjeu qui ne me semble pas totalement périmé. Elle n'est pas centrale. Hein. Bon, peut-être il y a un effet de loupe lié à ma communication, mais elle n'est pas centrale dans l'esthétique de Bernard Pingot. Et lui-même n'utilise jamais ce terme. Hein. Ça ne fait pas partie de son vocabulaire théorique, c'est simplement... donc je prends à ma charge, j'assume le caractère périmé de cette thématisation, même si je crois que dans le dialogue avec ce que Barthes a pu dire de la notation, il y a des enjeux qui peuvent être encore intéressants. La dialectique, elle est brisée en fait, c'est ça qui est intéressant chez Bernard Pingot, c'est pas une dialectique... qui cherche à avoir le dernier mot, c'est le sens de ce que Bernard Pingot, il conclut la partie théorique de l'occupation des oisifs par un chapitre qu'il intitule Les Ténèbres. Et bon, Les Ténèbres dit bien qu'il y a un point d'opacité irréductible, et que la dialectique n'a pas le dernier mot. Et c'est ce qui fait que son travail d'écrivain n'est pas la plate illustration ou la plate application de son travail théorique. Donc il y a une dimension dialectique qui est chez lui de l'ordre de la tentative de conciliation des points de vue. Hein. Il a traversé un certain nombre d'époques et il pense que chaque partie a une part de la vérité. Donc ce n'est pas une dialectique extrêmement offensive, mais il prend parti malgré tout. Hein. Il n'y a pas d'irénisme excessif, mais c'est une dialectique que je qualifierais de briser. Il y a un point d'opacité, un point aveugle à partir duquel l'écrivain écrit sans pouvoir ressaisir réflexivement ce qui serait la vérité de sa trajectoire existentielle et sa trajectoire d'écriture. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu. Je
profite, peut-être, je ne sais pas si on a le temps encore pour une toute petite dernière question. Je profite du pouvoir que me confère le statut de porteuse de micro pour poser une dernière question. C'est une réflexion qui vient de me traverser l'esprit, je ne sais pas ce qu'elle vaut. J'ai l'impression que dans toutes ces pratiques de mise à distance d'un romanesque de première main, vous avez cité un certain nombre d'auteurs qui le font de manière particulièrement évidente. Il n'y aurait pas finalement un espèce de consensus, non, ce serait trop fort, mais de plaisir pour cette mise à distance, d'un plaisir, d'une recherche de la mise à distance qui prendrait finalement des allures d'aventure, d'écriture. Et s'il n'y aurait pas là, paradoxalement, une forme de romanesque dans la pratique scripturale elle-même, dans la recherche de cette mise à distance, de cette duplicité, de la renégociation de l'ombre du soupçon, pour le dire de manière un peu placative. Oui, enfin, il y a sans doute quelque chose de cet ordre. En revanche, je ne suis pas persuadé qu'on puisse basculer ce plaisir-là, qui me paraît indéniable, tant d'ailleurs du côté artistique, production du texte, qu'esthétique, réception. Je ne suis pas sûr qu'on puisse en revanche le faire passer sous les auspices du romanesque. Hein, c'est ça qui pourrait me laisser un peu sceptique dans votre suggestion. En revanche, en termes d'expérience d'écriture et de lecture, ce que vous dites me semble tout à fait juste. Le problème, ça va être encore une sorte de retour en arrière, c'est de savoir comment, pourquoi, ici, maintenant, cette sorte de nébuleuse s'est constituée. Et je pense quand même qu'il y a peut-être quelque chose de l'ordre de la tradition culturelle. Hein. Alors moi, je ne suis pas du tout historien de la littérature et encore moins sociocritique, mais pour une fois, j'aimerais bien l'être pour voir finalement si on peut essayer de comprendre ce qui se joue là. Donc je suis tout à fait d'accord sur le plaisir évident qui pour moi résulte d'une fiction autodénonciatrice en règle générale, et de celle-là même sous une forme soft, édulcorée, élégante et qui dispense un plaisir spécifique. Ça, je suis à 100% d'accord avec ce que vous dites. D'autres plus compétents que moi en ces matières devraient, et le feront certainement d'ici samedi, tenter d'élucider le comment socio-historique peut-être de ce phénomène, qui est sans doute tout aussi intéressant que son fonctionnement purement théorique, qui a été démontré par Schaeffer, dont on a parlé tout à l'heure. C'est vrai qu'une fiction autodénonciatrice qui est formidable, tu parlais du jeu du fort d'As, on le nommait tout à l'heure, c'est cette espèce de double plaisir qui nous est offert, hein, celui de l'immersion et celui du mouvement symétrique inverse d'immersion. Et je ne sais pas, c'est ce que j'essaye souvent d'expliquer, quand vous lisez Jacques le Fataliste, c'est pas juste formidable parce que c'est dénudé. C'est ce jeu permanent d'oscillation qui fonde le plaisir spécifique dispensé par ce type de littérature. Donc en ce sens, je ne sais pas si je réponds un peu, beaucoup ou à côté, mais j'aurais essayé. Tout à fait. Merci. Je pense qu'au vu des petites péripéties qu'on a eues à midi, on va faire une pause dès maintenant.